Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous propose un enregistrement pour parler un peu de mon parcours dans le yoga. Carole me l'a suggéré, m'a encouragé à le faire il y a quelque temps, quand on rentrait dans cette période de confinement, en me disant, bah voilà, on va peut-être avoir un peu plus de temps, ou tu vas peut-être avoir un peu plus de temps. Est-ce que tu pourrais pas nous parler un peu de par où tu es passé et des différentes expériences que tu as faites et ce que tu as rencontré? Voilà, donc je le fais avec plaisir, pas tellement pour parler de moi, mais voilà, pour aussi bah, vous encourager et puis peut-être vous donner quelques indications pour éviter de se perdre en route. La seule perte, ça serait d'arrêter. Euh, Se perdre, on se perd toujours, et ça fait partie du chemin. Voilà. La question, c'est qu'on peut perdre effectivement un peu de temps, et compte tenu que notre durée de vie sur Terre est limitée, bon, bah, c'est dommage, et autant profiter et utiliser tout le temps qui nous est donné pour, euh, pour se consacrer à ce qui nous tient à cœur, en fait. Donc, je vais aborder chronologiquement ce parcours et vous raconter un peu les périodes, les gens, les étapes à travers lesquelles je suis passé, quoi, en fait. Voilà, donc l'histoire du yoga, pour moi, a commencé à la fin de mes études. Je finissais une école d'ingénieur à Toulouse. C'était les années 79, 80. Bon, à cette époque, il y a toujours quelque chose qui était important pour moi, c'est voilà, déterminer ou trouver le sens de la vie. Qu'est-ce que je faisais là? Et, et tout ce parcours intellectuel n'avait pas beaucoup apporté de réponse à ces questions. Mais j'envisageais de façon assez optimiste la suite des opérations, c'est-à-dire une vie professionnelle pour espérer y trouver effectivement un sens à tout ce parcours précédent. Donc en parallèle aux études, bah, je lisais pas mal, quoi, en fait. Et c'est un livre qui m'a amené au yoga. C'est un livre qui s'appelait La Révolution du cerveau. Euh, donc il m'avait un petit peu attiré parce que voilà, ça parlait de cerveau et que bah, le cœur de l'éducation que j'avais reçue, ça passait par là et que tout était fait par le cerveau, pour le cerveau. Et, et puis la révolution du cerveau, donc peut-être un changement, peut-être d'autres horizons aussi, et peut-être ça correspondait aussi à mon aspect un peu rebelle de l'époque. Voilà. Et alors ce livre, en fait, c'était un peu une collection d'expériences euh, mystiques ou autres qui avaient été notées à travers le monde entier. Donc il y avait aussi bien des choses qui se passaient en Asie. Beaucoup avaient lieu dans des monastères, mais pas seulement, en fait. Donc des expériences de lamas qui pouvaient vivre dans des conditions thermiques très surprenantes, dans des grands froids ou dans des grands chauds, qui pouvaient arrêter ou ralentir le battement de leur cœur, qui, voilà, disons, pouvaient, avec apparemment un effort mental, avoir un contrôle du corps assez étonnant. Bon, déjà à cette époque, on disait aussi que bah, on utilisait très très peu des capacités du cerveau et certainement ça m'a attiré. Bon, il y avait aussi d'autres expériences parapsychologiques, on pourrait dire, des expériences assez étonnantes. Et puis euh, voilà, la seule chose la question que je me posais, mais qu'est-ce que je pourrais faire là-dedans, moi en fait? Et la seule chose qui me semblait à ma portée, c'était le yoga. On parlait du yoga dans ce livre, je ne sais plus exactement dans quel terme. Et donc à Toulouse, un peu avant les années 80, donc à cette époque, bah, il n'y avait pas d'ordinateur.
ni dans la poche, ni sur le bureau. Les gros ordinateurs, ils tenaient dans des bâtiments, ou presque, dans des pièces. Il y avait des pages jaunes. Et donc, j'ai cherché les profs de yoga à Toulouse sur les pages jaunes. Il devait y en avoir quatre, je crois, peut-être trois, je ne me souviens plus. Et donc, j'ai été assisté à quelques cours où je me souviens, il y avait très peu de monde dans ces cours pour finalement en choisir un et puis commencer. Voilà. Et donc, un yoga avec des visualisations, avec des mouvements énergétiques. Et on me demandait assez souvent, ben voilà, comment ça se passait, que ce que je ressentais. Et moi, je ressentais absolument rien. Voilà. Néanmoins, donc j'ai continué un peu pour voilà, perdurer un peu dans l'expérience. Et puis, années 80-81, j'ai déménagé, je me suis retrouvé à Paris, habitant en proche banlieue. Un ami sur place m'a donné une adresse d'une enseignante euh, avec laquelle je suis resté un an. Toujours une forme de yoga avec quelques postures, euh, des visualisations aussi, de passage d'énergie, et toujours la même chose, c'est-à-dire que pour moi, j'étais un aveugle là-dedans et je ressentais absolument rien. Et cette enseignante m'a, au bout d'un an, euh, je ne sais pas si c'est parce qu'elle était désespérée ou quoi, mais je pense pas, m'a m'a amené à son enseignante à elle, Huguette Pinson, avec laquelle je suis resté pratiquement 10 ans. Voilà. Huguette avait étudié, était une des élèves euh, de Lucien Ferrer. Lucien Ferrer, un des pionniers du yoga en France, ou le pionnier, je ne sais pas trop. Et ce qu'elle enseignait, elle le nommait Raja Yoga. Donc il y avait à nouveau beaucoup de choses mentales, visuelles. Quelques postures, mais assez peu. Les aspects posturaux étaient plutôt envisagés sur des journées complètes ou des week-ends qu'elle organisait aussi de temps en temps. Voilà, bon. Et au début de cet enseignement, moi je voulais absolument rien lire sur le yoga, parce que d'une part, je devais en avoir un peu marre de ce parcours intellectuel et me faire une expérience moi-même à travers cette pratique, en fait. J'ai commencé à lire un petit peu plus tard. Huguette avait rencontré Krishnamurti, avait aussi échangé par courrier avec Madenda Moy. Je ne suis pas sûr si qu'elle ait voyagé en Inde. Mais en tous les cas, elle nous parlait de Mahananda Moy et puis de Krishnamurti. Ça m'a encouragé à commencer à lire leurs enseignements et leurs expériences. Voilà, donc j'ai fait ça jusque dans les années 1990. Et à ce moment-là, mon travail m'a amené, donc j'étais ce séjour en région parisienne. Euh, donc j'étais marié, j'ai eu deux enfants sur place et en 1990, donc on a tous déménagé et, parce que mon travail me proposait un poste à Seattle où je suis resté, où nous sommes restés 3 ans en fait. Et donc là, je me souviens que la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé, la maison était vide, les meubles arrivaient quelques semaines après, il y avait un téléphone, un annuaire. Et là, il y avait un peu plus de profs de yoga déjà sur les pages. Je ne sais plus si elles étaient les pages blanches ou les pages jaunes. Euh, et j'ai téléphoné à droite à gauche, tombé sur voilà, des gens qui étaient un peu mystico-perchés, on va dire, et puis sur une femme, Maris Svoboda, qui me dit est-ce que tu es souple? Je lui ai dit, après un peu de réflexion, en me disant qu'est-ce qu'il faut que je réponde. Je lui dis non. Et elle me dit, bah viens. Alors voilà, l'aventure a commencé comme ça. Et donc,
elle faisait un yoga très postural, physique. En fait, c'était une élève d'Iyengar. Iyengar, à l'époque, personne n'en parlait. Il y avait une petite photo de cet Indien dans la pièce de pratique. C'était un studio de danse, une salle de danse. Euh, En deux mots, Marie Svoboda était danseuse en Tchécoslovaquie, d'origine tchèque. Et elle avait émigré, demandé l'asile politique aux États-Unis quand la Tchécoslovaquie avait été envahie par l'URSS. En fait, donc elle vivait là. Et peut-être après avoir fait un peu de danse, elle avait elle poursuivait essentiellement cet enseignement de yoga. Et donc un yoga assez physique où j'avais du mal un peu à faire le lien avec ce que j'avais vécu auparavant. Et il m'a bien fallu 2 ou 3 mois pour commencer à transpirer un peu et effectivement à ressentir quelque chose dans le corps. Voilà. Et donc au début, j'allais une fois par semaine, et puis deux. Et là, j'ai commencé aussi à percevoir qu'il y avait un impact avec ce qui se passait en dehors du tapis. Donc j'avais un travail relativement intense. À l'époque, je passais pas mal d'heures euh, euh, au travail. Et voilà, je voyais bien que à la fin des journées, quand je sortais, j'étais plutôt harassé, plutôt épuisé, avec des épaules assez lourdes et assez brûlantes. J'allais faire 1 heure de yoga et puis voilà, miracle, c'était le remise à zéro et je pouvais recommencer comme ça le lendemain. Et donc, donc assez intense dans le travail, assez intense dans la pratique aussi, où j'allais 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine, en fait. Voilà, donc cette période s'est poursuivie pendant les 3 années de mon séjour aux États-Unis avec ce rythme et sans beaucoup de réponses à cette question de sens de la vie. Et là, me vois aujourd'hui avec un petit sourire narquois en me disant que voilà, j'étais complètement dans cette expérience dont les Américains parlent comme la course des rats, the right race. Voilà, sachant que bah, cette pratique peut permettre, me permettait d'être tout à fait à l'aise et dans mon travail et d'être voilà, assez content de ce que je faisais. Euh, mais néanmoins, voilà, donc au niveau de la course des rats, on peut s'en tirer très bien, sans forcément être le premier vraiment survivre, mais on reste un rat. Et donc, j'étais complètement dans ce modèle-là, où je faisais un yoga assez intense et je continuais ma vie professionnelle et la vie familiale par ailleurs. Donc, retour en France, retour en France, où là j'ai mis un petit peu de temps pour, d'une part, me remettre du décalage qui n'était pas forcément le décalage horaire, mais du décalage de, de, de façon de vivre, on va dire. Euh, et puis, bon, trouver un enseignant en France, et puis, voilà, et à nouveau chercher des réponses à ces questions. Donc, je faisais toujours ça à travers la lecture. Euh, j'ai trouvé aussi un enseignant, Yvon Lebilly, qui était à Paris. Euh, et lecture, lecture toujours de Krishnamurti, euh, Mahananda Moy, mais aussi Yogananda, euh, et puis d'autres encore. Et puis d'autres lectures aussi, celle des évangiles apocryphes, je me souviens. Euh, J'avais pas vraiment d'attirance pour les religions, même au contraire, je maintenais ça relativement loin, mais j'avais vu qu'à travers ces évangiles, on allait peut-être un peu plus proche de la lumière ou de la source ou de quelque chose qui était plus parlant, qui m'attirait en tous les cas. Euh, Néanmoins, tout ça restait très, très intellectuel, très dans le mental. Et malgré cette proximité avec
avec le yoga, avec l'Inde, il m'était vraiment jamais venu l'idée d'aller à la source, d'aller voir ses enseignements sur place ou ses enseignants. Et voilà, donc tout ça s'est poursuivi un petit peu jusque dans les années 90 à Paris, en France, avec un yoga d'Yvon Lebilly, qui était aussi un élève d'Iyengar, un élève dissident d'Iyengar, pas forcément dans le moule, mais voilà, dans l'alignement et l'aspect, je dirais, très, très pur des postures. Donc, cette recherche de sources qui n'était pas forcément ma tasse de thé, je dirais, elle s'est un peu imposée, elle est un peu venue à moi, dans le sens où, dans les années, donc à la fin des années 90, on m'a proposé à nouveau un poste aux États-Unis et qui se trouvait être à San Diego, donc dans Californie du Sud. Et là, je m'étais suffisamment intéressé à la vie de Yogananda pour savoir qu'il avait vécu par là-bas et qu'il avait deux points de résidence aux États-Unis, donc qui étaient Los Angeles et puis Encinitas. Encinitas, donc il avait un ermitage. Et alors c'est une commune assez étonnante, assez intéressante, parce qu'il y avait pas mal d'Américains qui étaient donc, il suivait son enseignement dans les années peut-être 60-70 en fait, qui était venu s'installer dans cette commune. Et du coup, ça avait laissé quelques traces en fait. Donc, il y avait toujours son enseignement était toujours délivré, je veux dire sur place. Il y avait un centre de formation pour former des moines, on peut dire. Et puis des centres simplement de pratique, des temples, voilà. Donc là, en fait, ce que proposait Yogananda, c'était un enseignement basé sur les Védas. Enfin, je vois ça un peu comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire euh, la vie quotidienne, la façon de voir un peu la vie quotidienne, et une pratique spirituelle aussi, pratique spirituelle donc faite autour d'une méditation et de visualisation et de pratique de purification. En fait, c'était ce qui était appelé ou ce qui s'appelle du Kriya Yoga. Donc voilà, sur place, la première année, j'étais tout seul pour des raisons de parcours scolaire. La famille était restée en France en attendant que Julien passe son brevet des écoles. Et donc, Julien, Mélanie et Christine sont venus me rejoindre la, la deuxième année de mon parcours. Voilà, donc sur place, la première année, donc seul, j'habitais en fait tout près de cet ermitage de Yogananda. Et sur place aussi, j'ai eu aucun mal à trouver des enseignants de yoga parce qu'il y en avait partout, en fait. Ça faisait aussi partie d'une spécificité un peu de cette commune. Voilà, donc j'ai pratiqué un peu sur place avec Tim Miller qui faisait de l'ashtanga, mais surtout avec Pérines, une femme qui avait fondé un lieu dans lequel donc elle proposait une pratique assez physique, assez intense en pièces chauffées. Et aussi, elle formait pas mal de profs et dont certains donnaient des cours dans le lieu. Et il y avait là des cours toute la journée, du matin à 6h30 jusqu'au soir à 20h, en fait. Et donc, j'avais un peu ces trois aspects. L'aspect assez intense toujours du travail, de la vie de famille. Et puis, les lectures, l'étude un peu de ce que proposait Yogananda, mais surtout le yoga physique, en fait, que je pratiquais très régulièrement. Et à un moment, j'ai décidé d'approfondir un peu cet enseignement en faisant une formation de prof de yoga. Euh, Absolument pas dans l'idée d'enseigner un jour, mais voilà, c'était vraiment à 2000 lieues
de mon imagination, simplement pour approfondir et aller un petit peu plus loin dans cette pratique proposée. Voilà, donc suite à quoi eh ben, je suis rentré en France. Une partie de la famille, les enfants sont restés aux États-Unis aussi pour finir leur parcours scolaire, sont restés seuls en fait. Et arrivé dans le sud de la France, je mettais à profit mes voyages assez fréquents à Paris pour approfondir l'enseignement avec Yvon Leby, que je voyais toujours, pour faire une formation de prof avec lui. Je voyais aussi épisodiquement Huguette Pinson. Et puis, à Salon, on m'a proposé de donner quelques cours, ce que j'ai vraiment accepté et ce que j'ai fait avec enthousiasme, parce que pour moi, c'était important euh, de transmettre ce qui m'avait été vraiment utile et accompagnant pendant toutes ces années de travail. À la même époque, j'ai rencontré André Riel. Donc c'est Yvon Leby qui m'avait orienté vers lui. André Riel, donc habitant dans le sud, c'était assez facile pour moi aussi d'aller le voir. Et à cette époque, il a proposé aussi pour transmettre ce qu'il avait reçu, euh, a proposé un petit enseignement que j'ai fait, que j'ai suivi avec une douzaine d'autres élèves sur 3 ans. André avait relativement tôt, jeune, été en Inde, avait été pas mal de fois en Inde, avait rencontré Manenda Moy, avait suivi des enseignements de pranayama, de nidra, de chant aussi, et avait séjourné et passé pas mal de temps avec Chandra Swami dans le nord de l'Inde. Voilà, donc j'ai suivi aussi cet enseignement avec André Riel. On faisait des séances, des sessions de pranayama assez intenses, je me souviens. Et c'est aussi un peu à la suite de ça, après cette période, que j'ai rencontré Éric Barré. Donc Éric Barré qui propose toujours des rencontres ou des séminaires composés à la fois de parties, il y a pas mal de monde hein, dans ces rencontres. Il y a une partie yoga posturale et une partie questions-réponses. Et le yoga qui est proposé est un yoga qui m'a assez surpris, dans le sens où ça n'allait pas dans le sens de ce que j'avais l'habitude de pratiquer. Et en fait, ce qui est proposé par Éric Barré, c'est de mettre l'accent sur l'écoute. Euh, Dans tout le yoga qu'on pratique, il y a une partie de nous qui fait et une partie de nous qui, bien sûr, écoute ce qui est là et ressent, par exemple, la détente, en fait. Euh, Éric Barré montre et met beaucoup en évidence cette partie-là et nous en fait faire l'expérience. Euh, voilà. Donc à cette époque-là, ça a été aussi l'époque de mon premier voyage en Inde, 2008, avec Yvon Lebilly et un petit groupe d'élèves qui étaient partis avec lui à Tiruvannamalai. Un petit peu plus tard, Isabelle Padovani qui m'a amené à la communication non violente. Voilà, mais dans la communication non violente, le pilier, là aussi, c'est pas de faire quelque chose, c'est de venir dans cette écoute, d'écouter et de percevoir la qualité de l'écoute et s'écouter soi et s'écouter et écouter l'autre, c'est ce qui est effectivement la même chose, quoi, en fait, c'est la même écoute. Voilà. Et donc là, en fait, moi qui ai, depuis le début de cet audio, parlé beaucoup de sources et de sens, il s'avère que, en fait,
dans ces années-là. Je ne sais pas exactement ce qui l'a provoqué, si c'est Éric Barré, si c'est l'Inde, si c'est la communication non violente, si c'est aussi Lilozovic, un autre enseignant dont j'ai rencontré des élèves. Euh, Toujours est-il que voilà, ce qui est devenu important, c'est, ou ce qui a été une découverte plutôt, c'est cette espèce de retournement, c'est de voir que tout ce qui avait été cherché dans le faire, dans le contrôle, dans l'extérieur, euh, finalement, c'est dans ce qui se passe à l'intérieur de nous, euh, dans cette écoute intime, que cette source peut être rencontrée, en fait. Euh, alors, faut-il en passer par toute cette agitation, cette recherche extérieure pour en arriver à finalement voilà, ce retournement et voir que ce qu'on cherche est à l'intérieur? Je ne sais pas. Ça a été mon parcours. En tous les cas, ce n'est pas un parcours à refaire. D'ailleurs, c'est pas possible de le refaire. Le contexte a changé. Le yoga d'il y a 20 ans et les maîtres d'il y a 20 ans ou 10 ans ou 30 ans euh, aujourd'hui bah, sont plus là. D'autres sont là. Voilà, une époque est révolue en fait. Et c'est à chacun de voir dans son contexte à lui ce qui est le plus approprié. En tout cas, aujourd'hui, euh, mon expérience, c'est celle de tenter d'aller au cœur de ce qui m'anime. C'est le job. Voilà. Le chemin intérieur, c'est un chemin difficile, c'est un chemin ardu. Se déconditionner de nos habitudes, d'aller voir nos mécanismes de peur, nos mécanismes de fuite. Voilà, ça me fait penser à un livre, l'expérience d'Irina Tweedy, cette femme d'origine russe qui a vécu en France, en Angleterre aussi, qui a vécu près d'un maître soufi, qui raconte son expérience de déconditionnement, justement, dans un livre qui s'appelle L'abîme du feu, et où on voit que son expérience, le partage, donc c'est son journal en fait, intime et ardu en fait. Le chemin voilà, le chemin est raide. Aujourd'hui, ce chemin, je le fais avec deux êtres qui m'aident. Donc David Suissi qui propose à travers des expériences très ludiques d'aller voir un peu ce qui est ce point immobile à l'intérieur de nous. Mais ce point immobile à l'intérieur de nous, on peut aussi le percevoir dans une posture de yoga, de voir, voilà, d'aller accéder à cet observateur, à à cette source qui nous anime. Euh, Samira Abadi aussi m'aide et m'épaule dans ce combat. En fait, on peut dire qu'il s'agit d'un combat parce que quand il s'agit d'aller affronter ses peurs et ses conditionnements, et de là souvent où on voit qu'à la moindre souffrance, on commence à négocier pour vouloir s'en sortir. Euh, voilà, et c'est mieux d'être deux, quoi, en fait. Hein. Et souvent, les questions que me pose d'ailleurs Samira, elle me dit bah, ce que tu fais, pas ce que tu fais dans cette approche, dans ce parcours, mais dans la vie quotidienne, pour qui, pose-toi la question pour qui et pourquoi tu le fais. Voilà. Et ça contribue au retour vers soi. Donc, c'est un peu ce que je voudrais dire en finale, qui a cette escalade assez ardue vers le centre de soi, mais sans oublier aussi que bah voilà, on est dans un contexte, on est dans une humanité et que le lien et ce qu'on crée vers soi, c'est pour le vivre au quotidien dans ce qui nous entoure et avec les gens qui nous entourent. Euh,
et pour finir, donc, c'est ce que dit aussi Isabelle Padovani quand elle parle du Père et du Fils, du Père dans son aspect primordial, dans son aspect luminescent, on va dire, et du Fils dans son aspect humain. Voilà, et de dire bah, le Père et le Fils ne font qu'un. Voilà, c'est pas le Père qui devient le Fils, c'est pas le Fils non plus qui devient le Père. Chacun a son rôle. Et, euh, et nous, dans notre humanité, c'est d'aller goûter le Père, d'aller goûter l'unité et de revenir dans notre humanité. Voilà, bah, j'espère que cette fin est pas trop haut perché et que ce parcours pourra vous aider, vous inspirer aussi. Et voilà, bah, si vous avez des questions aussi, il n'y a personne devant moi pour le moment, mais n'hésitez pas à les faire par écrit et je tâcherai de vous répondre à ça. En tous les cas, merci de cette écoute. Merci à nouveau à Carole de m'avoir encouragé à faire ce parcours. Voilà, j'ai certainement oublié des petits passages dans ce parcours, mais néanmoins, je suis content de l'avoir fait. Et à nouveau, je vous remercie beaucoup. Namasté.